La parole. Bien. Allô, est-ce que vous m'entendez? Non. Eh ben, voyez, ça commence mal. Merde. Oui. Il marche. Oui. Alors je dois me présenter sommairement. Je suis né en 1941 au Guilvinec. C'est mieux? Voilà, et je recommence. Donc je suis né au Guilvinec en 1941 et je suis donc comme vous breton. Dès mon jeune âge, je me suis passionné pour l'histoire. Et lorsque j'étais en classe de 5e, le seul propos que j'ai entendu dans la bouche de notre professeur d'histoire, qui cependant était un homme passionnant et passionné, fut la chose suivante. Cette année-là, Anne de Bretagne a épousé le roi de France Charles VIII et a apporté le duché de Bretagne en dot à la France. Voilà tout ce que j'ai appris dans mon enfance sur l'histoire de la Bretagne. Et je dois dire que là, à Pont-l'Abbé, comme ailleurs, comme à Quimper, il n'y avait dans les librairies aucun livre d'histoire consacré à l'histoire de Bretagne. Donc je suis allé faire mes études supérieures à Nantes, de médecine, et comme je m'ennuyais à la faculté de médecine, je me suis occupé en m'inscrivant aussitôt à la faculté de droit. Donc je suis devenu médecin et juriste simultanément. J'ai enseigné la médecine et le droit la même année, en 1967, à la faculté de médecine de Paris et à la faculté de droit d'Orléans, et j'ai poursuivi mes études dans diverses branches de spécialité en médecine et en droit jusqu'au doctorat. J'en viens à la Bretagne, donc. Vers les années 1970, j'ai reçu un livre de mon ami Yann Bréquillien, qui a été pendant longtemps président des écrivains bretons. Et ce livre s'intitulait Histoire de Bretagne. Je l'ai lu, je l'ai dévoré, et je me suis dit, cet homme est devenu fou. Il est en train de nous raconter que la Bretagne a été un pays indépendant et prospère au Moyen-Âge, que ce pays avait des ambassadeurs dans tous les pays étrangers, qu'il battait monnaie d'or et d'argent. Je me suis dit, mais c'est hallucinant. Et sur le tard, il est en train de se raconter une histoire qui lui fait plaisir. Tout ça est faux, puisque j'aurais eu au moins un soupçon sur ce qui s'est passé au Moyen-Âge quant à l'histoire de Bretagne. Et à partir de là, très intrigué, comme tout le monde, j'ai une certaine curiosité intellectuelle, je me suis mis à faire des recherches qui ont duré une trentaine d'années. En 1996, sur le tard, j'ai enfin eu le temps de soutenir ma thèse de doctorat en histoire, et le président était le président S de la faculté de Nantes. J'ai beaucoup sympathisé avec lui, et quelque temps après avoir soutenu ma thèse de doctorat en droit, je lui ai dit, écoutez, il y a un sujet qui nous préoccupe tous en Bretagne, c'est de savoir ce qui s'est passé à la fin de l'indépendance, et plus précisément en 1532. Et je me suis vu entendre cette réponse hallucinante. Cher monsieur, il est impossible de traiter ce sujet. Car de deux choses l'une, je lui ai demandé de s'expliquer, car de deux choses l'une, ou bien je mets sur le sujet un étudiant médiocre, alors la thèse sera massacrée, et pendant 20 ans, comme vous le savez, selon les usages universitaires, on ne pourra plus retraiter ce sujet. Ou bien je mets sur le sujet un étudiant brillant, et ce sera pire car sa carrière s'arrêtera immédiatement. Ce que je vous raconte est vrai. Vous imaginez ma stupeur, ça date d'il y a 10 ans. J'ai un peu réfléchi, au bout d'un an, je me suis dit, cet homme, ce sera moi. D'abord, je n'ai pas la langue dans la poche, je n'ai jamais eu peur de dire ce que je dis. Ça m'a valu parfois quelques sanctions administratives, mais ça n'a aucune importance. Je suis encore là, et comme vous le voyez, bien portant. Je touche du bois. Donc, je me suis plongé dans les archives. Je suis allé à Nantes, à Rennes, aux archives nationales, et j'ai fait une découverte assez stupéfiante que je vais vous raconter. Notre histoire de Bretagne, s'agissant de la fin de la période médiévale, se résume en quelques dates qui sont ressassées par tous nos historiens, ou soi-disant tels. Ces dates, vous les connaissez. En 1491, Anne de Bretagne épouse le roi de France, Charles VIII, fils de Louis XI. En 1499, ou plutôt en 1498, 7 ans plus tard, Charles VIII meurt dans les conditions que vous savez, et Anne de Bretagne épouse son successeur sur le trône de France, Louis XII. Anne de Bretagne meurt en 1514, et elle laisse 2 filles. La fille aînée s'appelle Claude. Elle épouse le roi de France, François Ier, son cousin,
et devient donc la reine de France et la duchesse de Bretagne. En 1524, la duchesse Claude de Bretagne meurt en laissant à son mari plusieurs enfants, et tout le monde croit, et c'est une chose que je vais démentir, tout le monde croit qu'elle a légué par testament à son fils aîné, le dauphin de France, le duché de Bretagne. En 1532, le dauphin de France, François, fils de Claude de Bretagne et de François Ier, est couronné duc en la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Et alors, nous racontent les histoires officielles, les Bretons sollicitent, vous vous rendez compte, je mets ce mot entre guillemets, sollicitent humblement, je mets ce mot entre guillemets, sollicitent humblement la réunion de leur duché à la France. Et depuis lors, nous étant mariés de légitime mariage, je ne pousserai pas la plaisanterie de dire que nous avons fait avec la France beaucoup d'enfants, mais en tout cas, c'est la version officielle, nous avons demandé la réunion à la Bretagne, de la Bretagne à la France, et donc la Bretagne est française. Alors, ma version, je ne conteste pas ces dates parce qu'elles sont exactes. Il est vrai que quand on met une ligne horizontale au-dessous, tout ça semble irréfutable, parce que c'est de la chronologie, et on ne va pas voir plus loin. Il faut vous dire, on vous l'a dit tout à l'heure, que je suis juriste, j'ai publié à peu près une douzaine d'ouvrages de droit, d'ouvrages universitaires, souvent très, très pointus, et je me suis donné, au cours de ces 10 dernières années, les moyens de savoir ce qu'était le droit médiéval. Je suis assez porté sur la théorie, et j'ai remonté notamment jusqu'au droit romain pour savoir ce qu'était un contrat, ce qu'était un traité. Un traité n'est rien d'autre qu'un contrat entre deux États, alors que le contrat sert habituellement à désigner un accord entre deux personnes privées. Et c'est donc à la lumière... Ah, comment ça se fait que ça... Vous m'entendez cette fois? Bien. Donc c'est à la lumière de la reconstitution de cette théorie des traités que j'ai fait mes recherches et que j'ai fait les trouvailles que je vais vous dire. Il est évident, il faut dire ici, que lorsqu'un historien regarde les dates, que peut-il faire? Il retrace des chronologies. Mais lorsqu'un architecte d'intérieur entre dans une maison, il va voir derrière les tentures ce que sont les murs, les matériaux qu'on a utilisés. Lorsqu'un mécanicien regarde une automobile, il voit ce que vous ne voyez pas, ce qu'il y a sous le capot, comment a été fabriquée la voiture, comment elle circule. Il verra de quelle matière sont composés les pneus. Eh bien, il en va de même pour l'ingénieur du son. Lorsqu'il écoute un disque, il va savoir quelle sorte d'appareil a permis d'enregistrer ce disque, etc. Eh bien, le juriste lui-même, sachant que presque toutes les sources historiques sont des sources juridiques, les legs, les donations, les traités, les contrats sont des sources juridiques, lui, il va voir les choses avec sa formation, qui est une formation qui peut être très spécialisée, qui demande parfois toute une vie, et il va lire les événements, il va regarder derrière les dates et derrière l'apparence, et il va pouvoir analyser et interpréter, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, de mes recherches, il va sortir l'analyse que voici, qui va certainement en surprendre plus d'un. Premier point, encore plus haut, toujours plus haut. Je vais finir par manger ce micro comme une glace. Mon exposé va durer 3/4 d'heure. C'est le temps qui m'a été imparti et ce sera suffisant. Ensuite, après le plat de résistance, toutes les questions pourront m'être posées, y compris des plus désagréables, mais ça ne me fera pas peur, rassurez-vous. Cet exposé va comporter 2 parties. Je tiens à être particulièrement clair et à vous dire d'emblée qu'il n'y aura pratiquement pas de termes techniques dans l'exposé juridique que je vais vous faire. J'ai toujours évité, même en faculté, de le faire, car le droit peut être exposé dans le langage de la vie courante. Je me suis permis une liberté pour être encore plus accessible, c'est que j'ai parfois, mais volontairement, utilisé une terminologie moderne qui n'avait pas cours au Moyen-Âge. Ainsi, tout paraîtra limpide. Je vous ai dit donc, premier point, qu'un traité n'est rien d'autre qu'un contrat entre 2 États ou entre 2 organismes qui ont la personnalité internationale. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Eh bien, un contrat, pour être valide, comporte 4 conditions que vous connaissez, même si vous n'en avez pas fait la théorie. D'abord, pour faire un contrat, il faut en être capable. Si vous n'avez pas les facultés mentales suffisantes, vous ne pourrez pas acheter une maison. La vente sera annulée en justice. Deuxièmement, il faut être consentant. Si on vous a mis un pistolet derrière le dos pendant la conclusion du prétendu contrat, il ne s'agit pas d'un contrat, et si le juge a la preuve que vous avez agi sous contrainte, le contrat sera annulé ou même déclaré inexistant.
Enfin, certains contrats particulièrement importants doivent respecter certaines formes. Si vous voulez vous marier devant votre concierge, ça ne marchera pas. Il faut aller devant l'officier d'état civil. Si vous voulez faire un traité entre deux États, il faut respecter toute une série de formalités. Et si ces formalités ne sont pas respectées, et nous verrons tout à l'heure combien ces concepts juridiques dont les historiens n'ont pas connaissance et ne peuvent pas avoir connaissance, que ces formalités ne sont pas respectées, il n'y a pas de contrat, ou bien alors on se trouve devant un contrat nul. Et enfin, quatrième condition, il faut qu'il y ait réciprocité des avantages. Si vous vendez votre maison qui vaut 1 million de francs, vous la vendez pour 1000 francs, eh bien elle sera annulée en justice parce qu'il faut qu'on vous verse son prix réel. Voilà. Donc vous voyez que ma démonstration comporte, appliquée au traité, au prétendu traité de 1532, l'étude de 4 points: la capacité, le consentement des parties, le respect des formalités pour la conclusion des traités, et enfin la réciprocité des avantages. Je vous dirai tout de suite ici, pour n'avoir pas à y revenir, qu'au cours de mes recherches, j'ai eu la surprise de voir que depuis le droit romain jusqu'à maintenant, les formalités et les modalités de conclusion et de validité des traités sont pratiquement inchangées. Et notamment le droit breton, nous le verrons tout à l'heure, à la fin du XVe siècle, est particulièrement évolué comme celui de tous les pays du Nord, et infiniment plus en matière de traités que celui de la puissance voisine, qui est la France. Première condition qui n'a jamais été vue par les historiens classiques, les États de Bretagne, ou la Bretagne avait-elle capacité de faire un traité d'union avec la France? Tous les historiens disent oui, indiscutablement, la Bretagne avait la capacité juridique de conclure un traité d'union avec la France. C'est exact en première analyse, car nous trouvons dans nos archives, la Bretagne étant un État pleinement souverain au Moyen-Âge, et notamment en 1532, a évidemment la capacité de conclure des traités. D'ailleurs, nos archives, à Nantes et à Rennes, contiennent des centaines de traités avec tous les pays d'Europe, l'Angleterre, l'Écosse, le Portugal, l'Aragon, la Castille, et y compris la France, car nous traitons avec nos voisins par des traités en bonne et due forme. Oui, mais vous allez comprendre combien ce point est juridiquement important. Un traité n'est valable dans un État que s'il est conclu par l'organisme qui a compétence pour le faire. Si par exemple l'Angleterre ou la Belgique souhaitait traiter aujourd'hui, en 2006, un traité avec la France en s'adressant au Sénat de la République ou à l'Assemblée nationale, il n'y aurait pas de traité du tout, puisque le traité se fait entre les exécutifs. Il se traite, il se négocie dans un premier temps, à l'heure actuelle, entre le gouvernement anglais, le président de la République en France, son Premier ministre et le gouvernement. Si l'Angleterre veut traiter avec l'Assemblée nationale, il n'y a pas de traité du tout. Alors ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire voient tout de suite où je veux en venir. En 1532, il y a eu un prétendu traité qui n'a pas été négocié avec l'exécutif breton, c'est-à-dire le duc et le gouvernement, je vous dirai pourquoi. La France est adressée aux États de Bretagne. Les États de Bretagne ne sont rien d'autre. À l'époque, les États de Bretagne ne portent pas ce nom d'ailleurs, ils s'appellent le Parlement général de Bretagne. La Bretagne, nous verrons tout à l'heure, a des institutions extrêmement évoluées, et le Parlement général de Bretagne, donc, fait office des parlements modernes. Donc la France, en s'adressant sciemment et volontairement aux États de Bretagne qui sont en situation de faiblesse, ne peut pas conclure un traité, puisque les États de Bretagne n'ont pas la compétence juridique en droit international pour conclure un traité. Sachez que cette règle se retrouve dans toute l'histoire de l'humanité. Les juristes vous diront en termes juridiques que, s'agissant de la validité d'un acte juridique, la cause la plus grave de nullité est l'incompétence de l'auteur de l'acte. Si par exemple, aujourd'hui, les textes vous obligent à avoir le consentement du préfet ou du maire ou de toute autre personne, si c'est une autre personne que ces organismes désignés par la loi qui prétend faire l'acte administratif, eh bien il est nul ou inexistant. N'y aurait-il que ce premier point, je n'en dirai pas plus sur ce point, à savoir que la France a traité avec un organisme qui n'avait pas compétence pour faire les traités, eh bien, il n'y a jamais eu de traité sur ce premier point entre la France et la Bretagne. Ce serait suffisant, mais rassurez-vous, j'ai d'autres munitions à vous présenter. Deuxième point, je vous ai dit qu'un traité ou un contrat n'est valable que si les parties sont consentantes, que si elles sont libres et consentantes. C'est dire
que s'il pèse sur ces parties des vices que les juristes actuels appellent des vices de consentement, tels que la contrainte, la menace, la violence, ou si les parties ont été achetées, c'est-à-dire s'il y a concussion, eh bien, il n'y a plus de traité, car il n'y a pas de consentement véritable. Le consentement a été vicié. Vous voyez où je veux en venir, et certains connaissent déjà la réponse et comment je vais peupler ce deuxième chapitre. Il faut savoir aussi, avant d'entrer dans le détail, que l'erreur des historiens est de croire que, pour parler du traité de 1532, on doit se placer à l'instant T, c'est-à-dire le 4 août 1532 à Vannes, pour savoir si oui ou non il y a traité. Eh bien, ce n'est pas vrai. Le juriste sait que, pour étudier la validité d'un traité ou d'un contrat, il faut voir, le cas échéant, ce qui se passe avant. Un exemple simple, on peut enfermer le grand-père au dernier étage du grenier et lui dire, si tu ne signes pas ton testament, on te met en maison de retraite. Ce n'est pas une hypothèse théorique. Eh bien, vous comprenez bien qu'il ne suffit pas que le grand-père soit allé chez le notaire et qu'il mette sa signature devant témoin au bas du testament pour qu'il y ait testament. Il y a une violence morale, on a contraint ce brave homme à faire un acte qu'il ne voulait pas. Si le juge en a la preuve, et il peut très bien avoir la preuve par des voisins, par exemple, qui ont tout entendu à travers la cloison, eh bien, le testament sera annulé. Il en est de même en matière de... Si vous rencontrez au coin d'une rue un voleur et qui braque devant vous un pistolet et il vous dit la bourse ou la vie, vous lui donnez la bourse et il lui dit en plus tu vas me signer un contrat, j'ai un papier dans ma poche, tu me mets là sur le papier que tu m'as donné ta bourse librement. Eh ben non, il y a une contrainte, il y a une violence, il n'y a pas de contrat du tout. Et si l'affaire vient en justice, et on l'espère, eh bien le propriétaire de la bourse va la récupérer et le voleur ira en prison. Alors en Bretagne, que se passe-t-il précisément dans les années qui précèdent le prétendu contrat de 1532? Il se passe une série de faits troublants et qui pour le juriste sont tout à fait démonstratifs et qui vont l'être pour vous. D'abord, la France, qui pratiquement gouverne le duché depuis la mort d'Anne de Bretagne, qui est survenue au mois de janvier 1514, va se livrer à une série d'actes tout à fait illégaux. Lorsque Claude de France meurt en 1524, je vous l'ai dit, les historiens pensent qu'elle a légué par testament à son fils aîné, le dauphin de France, François, il deviendra François II plus tard, pense qu'elle a légué le duché. Il n'en est rien. Je suis allé voir les pièces. À la Bibliothèque nationale et ailleurs. La duchesse Claude de Bretagne ne lègue pas le duché à son fils, elle en fait son légataire universel. Or, vous savez certainement qu'à cette époque comme aujourd'hui, un État n'appartient pas à son souverain. Le duc de Bretagne, et cela est absolument certain, n'est pas propriétaire de son duché. Il n'a pas le droit d'en céder les revenus, il n'a pas le droit de désigner son successeur. On devient duc de Bretagne comme on devient roi de France par les lois de dévolution de la couronne. Point, c'est tout, il y en a en Bretagne. Par conséquent, même si Claude de France avait écrit cela dans son testament, et elle ne l'a pas fait, et je l'affirme pour avoir lu le manuscrit, eh bien, elle n'aurait pas pu transmettre le duché de Bretagne à son fils aîné. Donc, le duc légitime de Bretagne, en 1524, n'est pas le dauphin François, mais son frère Henri. Et cela est tellement vrai, les Bretons de l'époque en ont tellement conscience que les États de Bretagne, le Parlement de Bretagne donc, va protester en disant « Nous avons un duc légitime, vous allez nous le donner, c'est votre deuxième fils », disent-ils à François Ier. Et ils le font devant notaire. Et l'acte notarié existe. Que se passe-t-il? Là, on a quelques trous dans la documentation, mais avant qu'un an ou deux se déroule, on voit que les nobles de Bretagne acceptent de prêter serment au dauphin de France, qui n'a aucun droit légitime à la couronne de Bretagne. Il y a donc eu des pressions quelque part de la part de la couronne de France, et c'est un faux héritier que l'on met à la place du vrai. Donc, le duc qui va accéder à la couronne en 1532 n'est pas le vrai, il est totalement illégitime, et je suis sur ce point absolument certain de mon analyse. Vous aurez le droit de penser autrement et de me poser tout à l'heure les questions que vous voulez. Deuxième point,
Manipulation par la France des institutions. La Bretagne, je vous l'ai dit, a des institutions très perfectionnées qui se sont mises en place au fil des siècles. Le duc, vous ne le savez peut-être pas, mais le duc ne gouverne pas habituellement, sauf forte personnalité comme Anne de Bretagne et son ancêtre Jean IV, etc. Le duc breton est un souverain à la manière du roi d'Angleterre. Il est sur le trône et c'est un arbitre et souvent même il n'assiste pas à son conseil. La Bretagne a un premier ministre qui s'appelle le chancelier et un vice-premier ministre qui s'appelle le vice-chancelier. Elle a un gouvernement qui porte à l'époque le nom de Conseil ducal. Vous voyez qu'il est bon quand même de remplacer les terminologies anciennes par les nouvelles parce qu'on se perdrait un peu. Et ce sont ces gens-là qui gouvernent. Ce sont eux qui prennent l'initiative des textes. Mais attention, attention, à la différence de la France où l'absolutisme est en route depuis Louis XI, la Bretagne est co-gouvernée. On pourrait dire, je crois, pour simplifier la terminologie, que la souveraineté est partagée entre ce que nous dénommons aujourd'hui l'exécutif, c'est-à-dire le duc et son gouvernement, et d'autre part, le Parlement général, ou encore appelé les États de Bretagne. Et c'est un gouvernement consensuel. Car à la cour de Bretagne, à Nantes, on consulte beaucoup, les abbés sont consultés, les évêques, les grands, et même les bourgeois également, et c'est après des discussions communes que les textes sont soumis pratiquement tous les ans aux États de Bretagne qui l'approuvent, et ils n'ont qu'à approuver d'ailleurs puisqu'ils ont été mêlés à leur élaboration. Donc vous voyez que c'est une très grande différence avec la France, où le roi de France n'a absolument aucun compte à rendre à personne. En France, il y a l'adage « le roi se veut la loi ». Tel est mon bon plaisir. En Bretagne, non. Et Dieu sait si les Bretons ont du caractère et s'ils ne se laissent pas faire. Et nous avons encore quelques traces de discussion aux États de Bretagne, et on sait en effet que les députés, eh bien, ça n'est pas une chambre d'enregistrement à l'époque. Et aujourd'hui, non plus, j'espère. Bien, alors voilà donc manipulation sur les institutions. Le chancelier Philippe de Montauban, mis en place par Anne de Bretagne, meurt en 1514. Que fait la France, qui dispose de toute la force? Elle abolit la chancellerie de Bretagne, ou plus exactement, elle la réunit. Elle l'a réuni en une seule personne, le Premier ministre de France, qui est le chancelier, le cardinal Duprat. C'est exactement comme si en 1940, n'est-ce pas, on avait dit vous n'aurez plus de Premier ministre en France, et bien maintenant ce sera le chancelier Hitler. Nous compactons ensemble les deux postes, c'est pas la peine qu'il y en ait deux, on dépense de l'argent pour deux personnes, une seule suffira. C'est d'ailleurs le motif qui est invoqué, il n'y a habituellement pas, dans le royaume de France, disent-ils, deux chanceliers, et bien un seul suffira. Alors, on nomme un vice-chancelier qui est un Tourangeau, qui n'est pas un Breton, et qui s'appelle Brissonnet. Moi, je dis que, et je prends la responsabilité de ma terminologie, le vice-chancelier est une créature du roi de France et de son chancelier, le cardinal Duprat. Il s'agit là, en fait, d'une sorte de collateur. Il s'agit d'un gouverneur qui est un espion du gouvernement français, qui est une courroie, disent les historiens actuels, car ils commencent enfin à se débrider, qui disent que c'est une courroie de transmission et un exécutant du pouvoir français. Le gouvernement, le Conseil ducal, est dépouillé, ça avait commencé déjà sous Charles VIII, de ses prérogatives. Jusqu'alors, jusqu'à Anne de Bretagne, jusqu'au mariage de Bretagne, le gouvernement gouvernait effectivement. Eh bien, petit à petit, on dépouille de toutes ses compétences et il ne devient plus qu'un tribunal qui statue sur les bénéfices des abbayes, les fonctions d'évêque, etc. Et quant aux États de Bretagne aussi, qui étaient un organisme extrêmement actif, qui intervenait d'une manière effective dans le pouvoir législatif, eh bien petit à petit, il est dépouillé de ses prérogatives, elles sont reniées de toutes parts, même si les États de Bretagne conserveront jusqu'à 1789 la possibilité de voter les impôts. Alors, autre chose sur laquelle je vais aller vite, puisque vous avez vu, le reste va suivre, avant d'arriver à la conclusion sur ce deuxième point. Une thèse de Dominique Lepage est parue il y a 5 ou 6 ans, c'est un ouvrage assez remarquable. Bon, c'est un travail d'historien, il n'a pas su en tirer les conséquences juridiques, mais son travail est tout à fait précieux. Ça rejoint tout à fait, mais je n'ai pas poussé mes recherches sur ce point si loin que lui, mais j'ai arrivé à les mêmes conclusions. La France va investir tous les leviers de commande dans toutes les directions. La justice, on va mettre dans les postes principaux des Français en place. Les finances et les impôts. Les finances bretonnes, 500 000 livres à l'époque, ce qui est un budget considérable en Europe,
vont prendre la direction de la cour de France. Par exemple, en 1523, sur 500 000 livres de budget breton, 50% sont affectés aux dépenses militaires françaises. Tous les principaux des finances bretonnes sont remplacés par petit à petit par des Français. L'armée est appelée, vous savez, aux opérations d'Italie. Il n'y a donc plus d'armée en Bretagne. Petit à petit, l'armée bretonne est supprimée. La noblesse est subjuguée, car que pourrait-elle faire? On lui donne la possibilité d'aller servir ailleurs, et on lui donne des pensions. Ces pensions, soit dit en passant, sont prélevées sur notre budget breton, ça ne coûte rien à la France. Quant au clergé, les recherches sont encore à faire, mais il est subjugué de la même façon. J'ai en tout cas trouvé une lettre, c'est pas moi qui l'ai trouvée, je l'ai trouvée dans un recueil en cherchant beaucoup. En 1531, un an avant le prétendu traité, donc l'évêché de Nantes est vacant. Vous savez qu'en Bretagne, les évêques sont élus par les chapitres, et François Ier écrit au chapitre, on a sa lettre, vous allez élire, vous allez voter pour mon candidat, monsieur Untel, et qu'il n'y ait faute. Bref, pendant toute cette période, de 1514 même, mort d'Anne de Bretagne, à 1532, le roi de France et son chancelier mettent en place une véritable clientèle et commandent petit à petit tous les leviers de commande. Donc en 1532, la Bretagne se trouve dans la situation suivante. L'année du prétendu traité. Il n'y a plus d'armée. Il y a un prétendu duc qui n'a aucun droit légitime au trône breton. Il y a une chancellerie, c'est-à-dire un Premier ministre qui a été supprimé. Un gouvernement qui a été supprimé. Il y a un pays qui est gouverné par la France. Il est bien évident, dans ces conditions, je vous parlais tout à l'heure du grand-père qui était enfermé avant la signature de son testament, la Bretagne, en 1532, ne se trouve plus en situation d'exprimer le moindre consentement. Elle est entièrement et totalement ligotée. Tout ce que je vous dis, bien entendu, est vérifié. Ce n'est pas une version sentimentale que je viens vous exposer ici. Alors parlons maintenant des faits. Là aussi, malheureusement, les archives ont été supprimées. C'est d'usage d'ailleurs à l'époque, et je crois que c'est encore d'usage à l'heure actuelle. Si vous faites un procès contre l'État, vous verrez, et j'en sais quelque chose, j'ai été membre d'une cour de justice notamment, vous verrez que certaines pièces disparaissent d'une manière opportune pour certains plaideurs. Donc nous sommes obligés de tourner autour des événements pour essayer de les analyser. François Ier arrive en Bretagne en mai 1532. Le traité, je vous le rappelle, est au mois d'août 1532. Il séjourne chez le gouverneur qui a été nommé à cette fin, François de Laval-Chateaubriand. François de Laval-Chateaubriand est un franco-breton, il est premier baron de Bretagne, mais il est cousin germain du roi. Ce n'est pas par hasard qu'on l'a nommé là. Et on peut suivre d'une façon précise les déplacements de François Ier qui se rapproche petit à petit du château de Sussigno où il va séjourner, et jour après jour on peut voir par des actes démonstratifs ce qu'il fait. François Ier arrive à Sussigno, je crois, le 1er août 1532. Sussigno, je crois, est à 20 km d'ici. Oui, là, aucun historien ne s'est trompé. C'est pour rendre ses arguments beaucoup plus convaincants. Il faut vous dire que François Ier se déplace constamment, et on le sait par des sources diverses, notamment les ambassadeurs italiens qui le suivent en permanence. Il est toujours accompagné de 10 000 à 14 000 personnes. Vous imaginez le raffut que ça fait dans la région, devant ce petit village de 3 000 habitants qui est Vannes à l'époque, des milliers de chevaux, un luxe ébouriffant. Le gouvernement et la cour suivent François Ier, le chancelier de France est là, le conseil, les secrétaires, le trésorier, tout l'appareil d'État français est autour, les ambassadeurs étrangers qui suivent toujours le roi de France, et les soldats, bien entendu. On n'a pas le chiffre exact des troupes qui ont été amenées autour de Vannes, mais il y en a certainement 2000, puisque la garde habituelle, dans les circonstances ordinaires, de François Ier est de 1000 à 1200 personnes. Donc il a certainement renforcé sa garde. Alors en face, donc, avons-nous une ville qui est apeurée, je vous dis 3000 habitants, un quasi-village, l'absence totale d'armée bretonne et des députés qui sont, croit-on, une centaine à peu près, habituellement ils sont 150, et qui certainement sont terrorisés, on le serait à leur place. Je me demande ce qui va leur arriver.
Alors, vous savez qu'on a beaucoup parlé de corruption. C'est Argentré, notre grand juriste de la fin du XVIe siècle, qui a jeté une véritable bombe, un pavé dans la mare. Enfin, ce n'était rien à côté de ce que je vous dis. Et qui dit, en 1583, les États de Bretagne lui ayant commandé une histoire de Bretagne, qui dit qu'il a su par son père, qui était alors sénéchal de Rennes, c'est-à-dire grosso modo président du tribunal de grande instance de Rennes, et qui a été associé à toutes les pourparlers qui ont précédé ce prétendu traité de 1532, il dit qu'il y a eu des conciliabules entre le cardinal Duprat, chancelier de France, premier ministre de France donc, et le président du Parlement, la juridiction donc suprême de Bretagne, cette fois le président des déserts, qui s'est mis du côté des plus forts, c'est un vieux mécanisme qui existait de tout temps, et que c'est le président des déserts qui a suggéré au cardinal Duprat qu'il faut acheter tel et tel et tel. Et ajoute-t-il, il n'est pas nécessaire d'en acheter beaucoup, il suffira que vous achetiez les principaux, et le roi a certainement le moyen de faire ses gratifications. Alors, c'est resté cette affirmation de D'Argentré a fait un vacarme épouvantable à la fin du XVIe siècle. On l'a su dans les pays étrangers, on trouve des écrits là-dessus en Espagne et en Angleterre, car il est clair, pour les juristes de l'époque, que si les principaux du duché ont été achetés, au moment de comme je vous le disais tout à l'heure, comme quoi toutes ces notions juridiques sont vraiment indispensables, si les principaux du duché ont été corrompus, il y a eu corruption, il y a donc pas il y a dol, il y a corruption, il n'y a donc pas de traité. Alors, évidemment, le principe de pot de vin, c'est qu'on ne se met pas à l'entrée d'une assemblée en donnant 1000 à l'un, 2000 à l'autre, donc on n'a pas de trace directe. Mais par contre, il est extrêmement intéressant de voir ce qui arrive aux principaux du duché pendant cette période disons, un an ou deux qui précède le prétendu traité. Le comte de Laval-Chateaubriand, je vous l'ai dit, a été nommé à cette fin gouverneur de Bretagne en 1531, un an avant donc l'arrivée de François Ier en Bretagne. Alors qu'obtient-il pour ses fonctions de gouverneur 6 000 livres et 12 000 livres de pension du roi de France, plus 1 000 livres pour la capitainerie de Brest qui lui est attribuée. Ces chiffres ne vous diraient rien, mais vous allez comprendre par un élément de comparaison. Une fille de France, lorsqu'elle se marie, la fille d'un roi de France, a comme dot 100 000 livres. C'est-à-dire le comte de Laval de Chateaubriand, en 5 ans, va ramasser dans sa poche l'équivalent d'une dot de fille de France. C'est pas mal, tout de même. À Vaugour, nous en parlions à l'instant. François II, père d'Anne de Bretagne, avait eu un fils, François d'Avaugour, qui s'était très mal comporté à son égard, d'ailleurs, durant les dernières guerres brito-françaises. Eh bien, celui-ci, Avaugour, qui est un descendant peut-être de fils, de petit-fils, l'arrière-petit-fils de François II, nous n'avons pas pu élucider dans notre conversation tout à l'heure le degré de parenté exact, il reçoit le 23 juillet 1532, c'est-à-dire 12 jours avant le prétendu traité, on lui fait un don superbe, on lui donne la seigneurie de Hédé. Pas mal, étonnant comme coïncidence. La seigneurie de Fougères, ce fut une seigneurie achetée en 1428 par les ducs de Bretagne et intégrée au duché de Bretagne, est donnée à celui qui va présider la réunion des États à Vannes le 4 août. La seigneurie de Fougères est donnée au seigneur René de Montejean le 5 août 1532, le lendemain du traité. Pas mal non plus comme coïncidence. La famille de Brosse-Pintière, ce serait long à exposer, mais la famille de Brosse-Pintière reçoit le Conseil de France, lui restitue le comté de Penthièvre en 1530, c'est-à-dire 2 ans avant les faits. Françoise de Chateaubriand, la femme du sire dont je viens de vous parler, gouverneur de Bretagne, reçoit, elle, le domaine de Ruisse, à côté d'ici, qui est un domaine hautement symbolique, puisque le château, vous savez, la résidence des ducs d'été de Bretagne est à côté, etc. Je passe sur la liste. Lorsqu'un historien récent qui enseigne dans les facultés de Bretonne dit c'est bien peu de choses, eh bien il n'a pas cherché, moi j'ai cherché, il y a là une convergence de faits qui donne tout à fait crédit à ce que dit D'Argentré, et d'ailleurs il ne pouvait pas en être autrement. Alors la séance elle-même, la séance maléfique a lieu le 4 août 1532. Qu'est-ce que nous en savons? Eh bien là aussi l'historien est obligé de tourner autour du pot, puisque les archives ont disparu. C'est aussi étrange
car nous avons quand même un certain nombre d'archives des réunions des États de Bretagne, et j'ai lu pour ma part celles de 1523, 1524, 1525. Les États de Bretagne se réunissaient en ordre, il y avait un président, chacun prenait la parole, on contestait ou on approuvait les décisions qui étaient proposées par le gouvernement breton, et bien là, il n'y a rien pour ça, 1532. Par contre, on a des éléments extrêmement intéressants qui sont indirects, mais qui forment des preuves indiscutables si on les met bout à bout. Il était logique que cette séance la plus importante de la réunion des États de Bretagne, puisqu'elle va se terminer par une demande, entre guillemets, d'union du duché à la France, il était logique que cette séance fût présidée par le gouverneur de Bretagne, François de Laval-Chateaubriand. Or, il reste chez lui. Et qui envoie-t-on à sa place? Un maréchal de France, René de Montejean, qui vient présider, alors qu'il n'a aucune qualité pour se faire, armé et botté, il vient présider en quelque sorte la réunion ultime, non pas ultime pour l'indépendance de la Bretagne, c'est notre Assemblée nationale en quelque sorte. René de Montejean, on a quelques renseignements sur lui, c'est un Angevin, c'est un ami du roi, il a combattu avec lui à Pavie, c'est un soldat brutal et extrêmement prétentieux. Vous voyez Brantôme. On sait que la séance aussi, par quelques lignes, que la séance est extrêmement violente. Et comment ne le serait-elle pas? Parce que tous les Bretons qui sont là ne sont évidemment ni achetés, ni consentants. Et on sait aussi que le procureur de Nantes, à un moment ayant dit qu'il n'avait pas reçu mandat de ses électeurs pour voter une chose pareille, le président, le maréchal de Montejean, descend de la tribune et prétend lui donner des coups, ce dont sortit une grande rumeur, dit Argentré. Étrange séance, tout de même. Alors, imaginez, tant pis si je choque du monde, mais après tout, vous êtes venus là pour savoir la vérité, n'est-il pas vrai? Imaginez, par comparaison, qu'en 1940, le chancelier Hiller, avec ses armées, se dirige vers Pontoise, s'installe dans le château de Pontoise et envoie ses panzers autour de l'Assemblée nationale. Et disent au président de l'Assemblée nationale, français, vous allez rester chez vous. Et ayant acquis quelques sympathies dans l'Assemblée nationale, il leur dit, vous allez voter, s'il vous plaît, l'union définitive et perpétuelle de la France à l'Allemagne. Je vous pose la question, vous n'êtes pas juriste, que vaudrait un acte de cette nature? Rien. Rien, rien. Eh bien, c'est précisément ce qui se passe le 4 août 1532 à Vannes. C'est exactement ça, le roi est là, le gouvernement français est là, l'armée française est là, un certain nombre de personnes ont été achetées et les débats sont violents. Donc le peu que l'on sait, j'ai recherché beaucoup de patience et de temps, j'ai même trouvé dans le Bourgeois de Paris, vous savez que le Bourgeois de Paris a écrit une chronique sur cette époque, et il dit ceci, je cite exactement, je vous ouvre guillemets, il y eut par les seigneurs et gens du pays de Bretagne grande résistance parce qu'ils ne voulaient pas avoir comme duc Monsieur le Dauphin. En effet, ils voulaient leur véritable duc, qui était le deuxième enfant du couple royal, et qui aurait dû monter sur le trône. Donc, nous avons quand même une série de présomptions, une série de présomptions qui sont absolument concordantes, et qui vont d'ailleurs dans le sens de l'histoire de la Bretagne, car il faut savoir, et certains d'entre vous le savent, que dès que la Bretagne a existé en tant que telle, c'est-à-dire au VIe siècle, du VIe siècle au XVe siècle, ça a été un conflit permanent, des contentieux avec la France, des guerres, où les Bretons ont témoigné d'une détermination jamais démentie de rester ce qu'ils sont et de ne se laisser jamais envahir par personne. Alors, il serait tout de même étonnant, vous conviendrez qu'en 1532, ils aillent supplier le roi d'un pays qui est leur ennemi depuis 1000 ans, humblement, et se mettre à genoux pour demander l'union de leur pays avec le pays voisin. C'est une présomption aussi qui a son poids. Je vois que Pierre Lemoine approuve. J'écoute. Bon. Alors voilà donc sur ce chapitre du consentement, je crois qu'on est aujourd'hui pleinement informé. Il n'est pas possible de raisonner autrement qu'on l'a fait jusqu'à présent. Il n'est plus possible de raisonner comme on l'a fait jusqu'à présent. Il faut voir les faits et les aligner d'une façon objective. Alors troisième point qui est important, c'est la violation des formes. Je vous ai dit que pour les actes importants, il faut que des formalités particulières soient respectées. Et c'est le cas en matière de traité
Vous savez que lorsque la France ou tout autre pays fait un traité avec un autre, il y a toute une procédure très compliquée qui se met en place depuis le début de l'initiative du traité jusqu'à la fin, c'est-à-dire la ratification. Eh bien, sachez que je vous ai dit que la Bretagne a un droit extrêmement perfectionné. Au XVe siècle, c'est un État, on peut dire, très évolué au point de vue institutionnel et au point de vue juridique. Les traités se font de la façon suivante, exactement comme aujourd'hui. C'est un droit très moderne. D'abord, il y a un organisme qui est compétent pour prendre l'initiative d'un traité international. C'est le duc et son gouvernement, c'est évident. Deuxième phase, ça va vous sembler évident aussi, on désigne des ministres plénipotentiaires. Ce sont des ambassadeurs, c'est parfois le chancelier. Et si vous lisez les sources, elles sont nombreuses, vous verrez que ces ministres plénipotentiaires ne partent pas discuter avec l'État voisin. Au hasard, on leur fait des directives qui sont très précises, qui font parfois des pages et des pages. Et des fois, on leur dit, si en face on vous dit ceci, vous direz le contraire. Et si on vous fait cette proposition, vous direz non, ou vous direz oui. Alors, troisième phase, une fois qu'un texte préparatoire a été rédigé, on l'envoie à la chancellerie ducale, et puis le gouvernement breton se penche, analyse les différentes clauses, et s'il n'est pas d'accord, eh bien, il renvoie un texte, ainsi de suite. Ensuite, il y a un accord bilatéral qui est échangé entre les deux gouvernements, c'est-à-dire le duc et le roi du pays voisin ou éloigné, peu importe. Et ensuite, il y a encore une autre phase en Bretagne. Le traité est lu en séance publique devant les États de Bretagne et qui approuve, qui ratifie le traité. Et ce n'est pas tout. Dans les traités importants, il y a encore une procédure spéciale en Bretagne, c'est que dans certains cas, on traite les députés, après qu'ils aient voté le texte, ils sont d'accord, on les traite à la cathédrale, Saint-Pierre ou ailleurs, et ils prêtent serment. Donc vous voyez que rien ne se fait au hasard. Or, ici, et là c'est effrayant pour le juriste, celui qui est, comme moi, étudié le droit international, qu'avons-nous? Nous n'avons aucune initiative qui provienne de l'autorité légitime bretonne, puisqu'elle n'existe pas. Il n'y a plus de Premier ministre, il n'y a pas de duc, c'est la France qui prend l'initiative de ce prétendu traité d'union. Nulle part il n'y a de désignation de ministre plénipotentiaire. Nous savons par l'Argentin qu'il y a des conciliabules entre le gouvernement français et ceux qui, comment dire, pour ne heurter personne, qui sont consentants, enfin, qui ont été achetés, quoi, si vous voulez. On en a identifié quelques-uns d'une façon certaine. C'est le président du Parlement, pas des États, du Parlement, le premier président des déserts, d'Argentré père. Hélas, le fils était vertueux, mais le père n'a pas sans connaître. Et puis le gouverneur Laval-Chateaubriand. On en trouvera d'autres, car les archives n'ont pas encore été toutes exploitées. Donc il y a une discussion, un compérage entre le gouvernement français et les Bretons qui acceptent de se prêter à ce jeu. Ensuite, il n'y a pas de rédaction de texte, il n'y a pas de discussion entre les deux gouvernements, puisque le gouvernement breton n'existe pas, il ne pourrait pas discuter de toute façon. Il n'y a pas de discussion aux États de Bretagne. Je vous ai dit qu'il y a une séance houleuse où le maréchal de Montjean se comporte d'une façon extrêmement brutale. Il n'y a pas, c'est un traité qui n'est pas ratifié, c'est un traité, dernier point, très important, qui apparaît pour la première fois au milieu du mois d'août 1532 dans un édit de François Ier. Qu'est-ce que c'est qu'un édit? Un édit, c'est une loi du pays voisin, d'un pays étranger. Imaginez l'hypothèse suivante, et vous allez tout comprendre, c'est pas la peine de faire la théorie. Imaginez que la reine d'Angleterre fasse venir quelques Français chez elle et disent, bah écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on réunisse la France à la Grande-Bretagne? Bien sûr, Votre Majesté. Eh bien, très bien, je fais bien mon Premier ministre. Comment? Oui, mais c'était un autre problème et une autre époque. Et alors, donc, je suis en train d'illustrer mon propos et de vous faire comprendre combien cette histoire est monstrueuse, cette histoire de promulgation par un édit. Donc, elle pourrait dire à ces Français, eh bien, nous allons faire voter par notre Parlement à Westminster une loi, et le tour est joué. Eh bien voilà, nous allons promulguer cette loi, ce que fait François Ier dans son édit. Et bien voilà, la France est réunie à la Grande-Bretagne. Eh bien non, le roi de France n'a aucune possibilité de faire des lois pour la Bretagne parce qu'il est un État étranger. Et j'allais dire une grossièreté, mais je ne le dirai pas, par respect pour vous, ce papier a la valeur d'un papier à quelque chose. Il n'a aucune valeur, en tout cas, juridiquement, il est nul et de nul effet. Donc la procédure des traités si importante a été totalement violé, et on peut dire que, même s'il n'y avait que cette seule considération, ce traité ne serait même pas nul, il serait inexistant au plan juridique. Enfin, j'irai très vite sur la quatrième condition que j'évoque pour mémoire, c'est l'absence de réciprocité. Vous allez comprendre aussi en termes simples
Si vous vendez une maison, vous devez en tirer, je vous ai dit, le prix. Et il faut que, s'il y a un procès ultérieur, les deux parties puissent dire que les avantages que l'un et l'autre tirent sont réciproques. Or, qu'apporte la Bretagne à la France? Un pays immense. Ça vous étonne que je dise immense, mais sachez que l'Europe de l'époque est fractionnée en petits États. Le Saint-Empire romain germanique est fractionné en 350 principautés. Donc la Bretagne, avec ses 35 000 km² qui n'ont pas bougé, est l'un des pays les plus vastes. C'est à mon avis la troisième ou quatrième puissance européenne de l'époque. C'est donc un pays vaste, une population nombreuse, une flotte très importante, la deuxième ou troisième, vous le savez, on le sait par la thèse de Touchard, dont j'ai une connaissance par vous, Pierre Lemoine, une économie extrêmement prospère, car il ne faut pas croire que la Bretagne est un pays de plouc à cette époque, ce n'est pas vrai. C'est un pays qui a un commerce international très important, et d'ailleurs dans les textes de l'époque, tout le monde est d'accord. Quand on parle de la Bretagne, on dit la plus belle duché de la chrétienté. Vous trouvez cette époque, cette phrase constante. C'est un pays extrêmement prospère. Des ressources importantes en hommes, en talents de toutes sortes, une importance stratégique et diplomatique considérable. Le gouvernement breton, rien ne se fait en Europe sans le gouvernement breton. Au total, je vous l'ai dit, c'est la plus belle duché de toute la chrétienté. On la compare parfois au duché. Ah, mais que puis-je faire de plus? Vous m'entendez ou pas? Bon, d'accord. Non, mais vous avez raison, Monsieur le Président, de me harponner. N'hésitez pas. Et frappez-moi si je le mérite. En échange, qu'offre-t-on à ces braves Bretons? Vous allez voir la réciprocité qu'implique ce prétendu traité de Réunion. On leur dit, mes bons amis, il y a eu beaucoup de guerres entre nous, il faut mettre un terme à ces guerres. Mais qui a fait les guerres pendant des siècles? Est-ce nous qui les avons faites? Est-ce nous qui avons envahi la France? Non. Cela veut dire, si vous retournez la phrase et si vous la comprenez bien, si vous ne marchez pas, on vous fera la guerre jusqu'à ce que vous saigniez. Et ça apparaît très clairement dans les écrits d'Argentré. Certains députés disent effectivement, de toute façon, ces gens-là n'accepteront jamais que nous gardions notre liberté, ils finiront par nous détruire. Et deuxième avantage qu'on nous accorde et que nos historiens, certains d'entre eux, s'extasient là-dessus. Le roi François Ier écrit, je ne sais plus qui, au siècle dernier, était un bon prince, il confirme aux Bretons leurs privilèges. Non mais dites-moi, depuis quand les Bretons ont-ils besoin d'obtenir des Français les avantages qu'ils possèdent de temps immémorial? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça m'indigne cette interprétation-là. Un roi de France n'a pas à confirmer les privilèges que les Bretons tiennent d'eux-mêmes, de leur histoire, de leurs souverains, de leurs armées et de la valeur de leurs hommes et de leurs femmes. Premier point donc, s'agissant des conditions de validité du traité, en tant que juriste, et aujourd'hui malheureusement il y a une certaine bouteille, j'affirme d'une façon péremptoire. Il me reste dans mon esprit même pas 0,001% de doute. Il n'y a jamais eu, au plan juridique, de traité d'union entre la France et la Bretagne. Alors maintenant, vous pouvez me dire, après tout, vous êtes un théoricien, vous pouvez peut-être vous tromper, pourquoi pas, oui, tout le monde a le droit à l'erreur. Admettons que je me trompe sur ce premier point. Je vais aller très vite sur la deuxième partie parce que vous allez comprendre. Et ce travail a déjà été fait. Alors, mais par des historiens, bien fait, mais sans les conclusions juridiques au bout. Vous savez que les effets d'un contrat sont obligatoires. Encore une fois, si vous achetez votre maison, on vous doit le prix. Et si on ne vous le paye pas, il y a violation grave du contrat, vous allez en justice, il n'y a jamais de contrat du tout, vous récupérez votre maison. Bon. Or, dans l'édit du mois d'août 1532, le roi de France a pris ce qu'on a considéré comme un traité. Le roi de France a pris des engagements solennels dans tous les domaines. Il a dit, pour simplifier, que les Bretons gardent leurs lois privées, leurs privilèges, dans tous les domaines. Dans le domaine fiscal, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine du commerce, etc. Un traité est une chose solennelle. Il est évident on le sait depuis toujours, que lorsqu'un traité n'est pas respecté, c'est comme pour un contrat, il s'annule tout seul. Or, l'histoire, oui, non pas tout seul, monsieur, il est vrai qu'il faut parfois des procédures, mais en principe, il doit s'annuler au plan juridique. La phrase est juste cette fois. Donc, l'histoire de la Bretagne et de la France de
1532 à 1789 est une suite ininterrompue dans tous les domaines et n'est qu'une suite de violations de toutes les clauses du contrat par la France. Pour les infractions, je vous ai dit que c'est déjà fait, le duc est supprimé, le Premier ministre est supprimé, le gouvernement est supprimé, les prérogatives du Parlement général ou État de Bretagne sont reniées, génération après génération. S'agissant de la justice, dans un premier temps, on prétend nous enlever notre Parlement en l'intitulant Grand Jour. Grand Jour, c'est une appellation qui n'a jamais eu cours en Bretagne, mais qui avait cours en France, c'était une justice seigneuriale. On veut nous rabaisser comme étant des subordonnés à la France. Et puis le personnel judiciaire va être modifié. En principe, le personnel judiciaire doit être uniquement des naturels, des Bretons. En 1554 intervient une réforme importante, imposée par la France bien sûr. Le premier président de notre Parlement de Bretagne, je ne parle pas des États, je parle de notre juridiction suprême. Le premier président est un Français. Il y a 3 autres présidents, ce sont des Français. Les conseillers français ont la prééminence. Sur les 32 conseillers du Parlement de Bretagne, 16 sont français et 16 sont bretons. Imaginez la réunion des Français en 1940 si on leur avait renvoyé leur personnel de la Cour de cassation et du Conseil d'État, et si on leur avait flanqué un Allemand à la tête du Conseil d'État et de la Cour de cassation et envoyé une moitié d'Allemands. Je pense que ça se serait pas bien passé, et on comprend que les réactions ont été très vives et que nos compatriotes ont été extrêmement mortifiés de cela. Et en plus, je crois qu'ils étaient mieux payés, ils avaient la prééminence dans les honorifiques. Bien, je passe là-dessus parce que ça pourrait durer longtemps. Il y a eu des thèses et des thèses sur ces violations. Dans le domaine ecclésiastique, je vous dirai un mot, parce que je pense que ces quelques chiffres que je vais vous donner, vont vous donner la mesure de tout le reste. Il était dit, bien sûr, dans cet édit de 1532, considéré que jusqu'à maintenant comme un traité, que les évêques et les abbés ne pourraient être que nommés parmi les naturels, c'est-à-dire parmi les Bretons. Eh bien, des savants historiens, comme quoi ils sont très utiles quand même, ont dépouillé les archives, les évêques. Des 9 évêques qui se succèdent à Rennes, de 1541 à 1676, 2 sont bretons, tous les autres sont français. Si ce n'est pas une violation grave, je me trompe fort. Des 67 évêques recensés entre 1598 et 1713, 25 seulement sont bretons et 21 ont vécu dans l'entourage du roi. Le reste est exactement à l'avenant. 2 mots sur les finances. Les finances vont quitter en grande partie la Bretagne. Je vous ai dit qu'en 1523, j'ai trouvé ce chiffre, mais il y en a bien d'autres. La moitié des finances du duché vont servir à financer les guerres françaises dans la péninsule italienne. Et au fur et à mesure, les Bretons vont se voir imposer des impôts nouveaux, alors que la France n'a aucun droit d'imposer des impôts nouveaux en vertu des engagements solennels qu'elle a pris. Elle va user d'expédients de toutes sortes. Et pour vous citer un chiffre, à la fin de l'Ancien Régime, de 1750 à 1789, la Bretagne versera à peu près 10 à 12 millions de livres par an à la France. C'est une sorte de tribut. Et il faut le situer dans le contexte, le budget de la France à peu près, à l'époque, est de 1 million de livres. Donc la Bretagne contribue avec ses propres deniers à hauteur de 10% du budget français. Je pourrais vous en dire là, mais là il y a eu des thèses qui sont extrêmement complètes, certaines sont très anciennes, celle de Lemoy notamment, ça représente des volumes. Vous avez compris ce que je vais vous démontrer dans ce deuxième point. C'est que lorsqu'un traité a été valablement fait, donc à supposer que le traité de 1532 ait été valable, eh bien il s'est annulé tout seul par lui-même, par le fait que le principal co-contractant le plus fort a violé sans cesse toutes les clauses, et que le travail principal du Parlement breton et des États de Bretagne a consisté à relever les infractions qui étaient faites à cet édit et à envoyer des députés en cour et à obtenir que certains soient rapportés. Soient rapportés d'ailleurs parce que la monarchie française est très habile, elle met au point rapidement une technique qui consiste à faire volontairement à Versailles notamment des textes que l'on sait inapplicables en Bretagne, et on dit aux députés bretons: ok, nous acceptons de les rapporter, mais vous allez nous donner cette telle somme. Donc on extorque la petite semaine de l'argent qui représente beaucoup de sommes importantes qui auraient pu, à mon avis, être investies ailleurs. Ceci, vous le trouverez parce que ceci est démontré, ce sont des choses qui ne sont pas contestables. D'ailleurs, Louis XIV lui-même l'écrit dans ses mémoires, mais nous avons des sources plus précises que celles-là. Alors j'en viens à la conclusion. Que conclure de tout cela?
Conclusion. Premier point que je vais vous expliquer très simplement, c'est la règle de la non-caducité des traités qui n'ont pas été dénoncés par les partis. Je m'explique en termes simples. Supposons qu'un État A et un État B, au XIIIe, au XIIe, au XIe siècle, peu importe l'époque, aient décidé de faire un parchemin attribuant la propriété d'une île, d'un désert, ou d'une mer, ou d'un bras de mer, à l'un plutôt qu'à l'autre. Le temps passe, cette île est inintéressante, ce désert n'est fréquenté par personne, et en plein XXe siècle, on découvre du pétrole, du diamant ou des minerais. Alors évidemment, l'un d'eux va envahir le territoire jugé inintéressant, et il va dire c'est à moi. L'autre va fouiller dans ses archives, et par hasard, il trouve un parchemin. Ah, mais c'est qu'en 1254, nous avions signé un traité. Donc, ce désert, cette île est à nous. Nous en avons la preuve. Ils vont évidemment aller devant les juridictions internationales en 2006, en 2005. Que font les juridictions internationales à pareil cas? Eh bien, ils déclarent, vous n'avez jamais dénoncé ce traité. La règle principale pour les traités, c'est que, comme pour les contrats, le contrat et les traités reposent sur cette règle principale qui est le consentement. Vous n'avez jamais témoigné de la volonté de dénoncer ce traité. Il est toujours valable. On a vu des affaires de ce genre, notamment pour les rochers des Mainquiers, des Écréous, qui sont près de chez vous, je crois. Les juridictions internationales ont donné raison à l'Angleterre, je crois, en invoquant des traités du XIVe siècle, je crois. Alors, où veux-je conduire cette démonstration? Et j'en aurai fini, rassurez-vous. Eh bien, étant entendu qu'il n'y a pas de traité en 1532 au plan juridique du terme, quelle que soit la situation de fait, sous quel régime vit la Bretagne à l'heure actuelle en droit international? Eh bien, certains de vous savent qu'en 1499, à peu près un an après la mort du roi Charles VIII, son deuxième mari, Anne de Bretagne a épousé Louis XII, roi de France, son successeur et cousin. Or, avant ce mariage, qui a eu lieu à Nantes en janvier 1499, Anne de Bretagne, avec la ténacité qui était la sienne, a renégocié un traité avec la France, cette fois d'une façon juridiquement valable. Et ce traité de 1499, que dit-il? Premièrement, la Bretagne et la France sont deux États séparés. Deuxièmement, la Bretagne et la France ont des règles d'accession au pouvoir, de dévolution de la couronne à l'époque différentes. Troisièmement, la Bretagne et ses institutions ne se gouvernent elles-mêmes. Quatrièmement, toutes dispositions sont prises pour qu'il en soit ainsi ad vitam aeternam. Alors j'affirme, en tant que juriste, ayant enseigné dans les facultés de droit, ayant beaucoup écrit, et je crois étant assez estimé des milieux juridiques, j'affirme que nous vivons toujours, au plan du droit international, nous vivons toujours sous le régime du traité de 1499, c'est-à-dire qu'en droit international, la Bretagne n'a jamais juridiquement été réunie à la France, et elle est toujours, en droit international, une puissance souveraine. J'ai dit.